Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et on se retrouve aujourd'hui pour du rugby, pour le tournoi Destination. On va faire le débrief de cette quatrième journée et on commence tout de suite par Écosse-Pays de Galles. C'était le premier match de cette journée. Victoire du Pays de Galles 18-11. Alors, c'est le meilleur match du week-end, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, parce qu'après on a eu deux rencontres qui étaient très déséquilibrées. Malgré tout, c'est pas un match parfait du côté des deux équipes. Le Pays de Galles fait pas une bonne deuxième mi-temps, et l'Écosse a eu un trou noir pendant 15-20 minutes en première mi-temps, et ça leur coûte le match. À partir de la 15e jusqu'à la 30-35e minute, ils ne sont pas présents. Et de l'autre côté, donc le Pays de Galles qui est un peu dominé en deuxième mi-temps, donc c'est un peu de salle de ambiance. C'est un match qui va être frustrant comme le tournoi pour les Écossais. Ce tournoi, il est frustrant pour les Écossais parce que face à l'Irlande, ils ont la capacité de remporter le match. Euh, Là encore, face au Pays de Galles, ils peuvent gagner la rencontre. Après, ils font un mauvais match face à l'équipe de France, mais s'ils jouent à leur niveau, ils battent l'équipe de France. C'est un tournoi qui est compliqué. Ils risquent euh, de n'avoir qu'une victoire au final, que face à l'Italie. Peut-être vont pouvoir prendre quelque chose face à l'Angleterre, mais ça reste une déception. Alors pourtant, dans le jeu, il y a des satisfactions. Le jeu écossais est très intéressant, mais n'arrive pas à concrétiser au niveau des résultats. Pour les Pays de Galles, c'est le moins bon match de leur tournoi des destinations pour le moment. On rappelle, ils gagnent, donc ils sont toujours en lice pour jouer le Grand Chelem, mais pas un match exceptionnel. C'est donc voilà, il va falloir se remettre un petit peu en question pour le dernière rencontre. Et puis c'est frustrant pour l'Écosse. Dernier point du côté de l'Écosse, qu'il faudra améliorer pour la Coupe du Monde, hein, du côté de l'Écosse. Ils mettent beaucoup trop de temps pour marquer des essais. Ils font beaucoup de fautes de main, beaucoup trop de fautes. Euh, et autant le Pays de Galles met 3-4 minutes à marquer un essai, autant l'Écosse met une quinzaine, des fois 2 minutes, 20 minutes. Vraiment de domination, parce que le début de la deuxième mi-temps, ils dominent vraiment les Écossais. Et au final, en deuxième mi-temps, ils mettent 50, 20 minutes à marquer parce que Darcy Graham marque à la 58e. Donc c'est dommage et c'est des petits détails qui font que l'Écosse, pour l'instant, ils sont en deuxième division internationale et qu'ils n'arrivent pas à rejoindre des pays comme l'Irlande, l'Angleterre ou le Pays de Galles. L'action du match s'est laissée à la 28e minute de Davis. 20 actions offensives pour les Gallois qui se concluent par cet essai. C'est un classique hein, chez les Gallois sur ce tournoi destination. Beaucoup d'actions offensives, beaucoup de phases enchaînées. Puis au final, ils marquent l'essai. Pour les Écossais, c'est impossible de défendre sur ce type d'action. À chaque fois, les attaquants gallois vont consommer deux, trois défenseurs adverses et au bout d'un moment, vous vous retrouvez en sous-nombre défensivement et de l'autre côté donc les Gallois sont en surnombre, peuvent trouver un intervalle assez facilement au bout de 15-20 actions et voilà au bout de 3-4 minutes de jeu ils arrivent à marquer l'essai. C'est vraiment résumé, là ça se fait avec beaucoup de jeux des avants mais ils sont également capables de le faire en allant de gauche à droite sur le terrain. Enfin les Gallois sur ce tournoi ils savent un peu tout faire offensivement. Ce qui fait qu'ils sont forcément favoris pour remporter le Grand Chelem. Ils sont les derniers même à pouvoir remporter le Grand Chelem, mais surtout favoris pour la prochaine Coupe du Monde. Les top et flop, comme vous en avez l'habitude dans un premier temps du côté du jeu, du côté des équipes, et puis après on passera plus spécifiquement sur les joueurs. Alors du côté de l'Écosse, moi, ce que j'ai aimé, les troisièmes lignes qui ont été assez performants pendant tout le match, que ce soit Richie par exemple, mais les autres troisième lignes ont plutôt fait un bon match. Les changements en deuxième mi-temps qui ont apporté beaucoup de 109. Les jeunes Écossais ont plutôt été performants, même les quelques jeunes Écossais qui ont joué également. Darcy Graham, on reviendra dessus, mais les remplacements, Ledlow, l'arrivée de Ledlow, bon, qui est plus si jeune, hein, l'un des joueurs les plus expérimentés de cette équipe, mais
Vraiment, les changements apportés en deuxième mi-temps par l'entraîneur ont fait beaucoup de bien. Et puis, leur rapidité, leur vitesse dans les courses, c'est toujours leur spécialité, que ce soit du côté des traquards, mais également du côté des avants. Les deuxième ligne et troisième ligne sont des coureurs. Alors, c'est ce qui fait qu'ils ont souvent du mal en mêlée. Mais dans le jeu, ils ont une vitesse qui est assez importante. Bah, du côté des moins, c'est un peu les mêmes moins que face à l'Irlande. On a les occasions manquées, beaucoup d'occasions manquées encore dans ce match, euh, par des fautes de main, principalement. C'est le deuxième souci. Beaucoup de fautes de main, tu perds des possibilités d'essai. Face à une équipe du Pays de Galles qui, en deuxième mi-temps, souffrait vraiment énormément. Et c'est dommage parce qu'ils ne reviennent pas dans le match. Ils ne peuvent pas gagner cette rencontre vraiment en deuxième mi-temps parce qu'ils mettent 20 minutes à marquer leur premier essai alors qu'il y a des occasions pendant ces 20 premières minutes en deuxième mi-temps, mais ils ne vont pas réussir à les concrétiser, à concrétiser leur temps fort. L'organisation offensive également, parfois c'est un peu le bordel du côté de l'Écosse. Il y a beaucoup de jeux. Enfin voilà, ça manque un petit peu de cohérence parfois au niveau de l'organisation. Ce qui était pourtant leur point fort en 2015 et ils sont légèrement perdus depuis. Et puis les sorties de balles qui ont été extrêmement lentes. Alors c'est aussi dû à la défense galloise, mais les sorties de balles pendant toute la rencontre ont été lentes et ce qui a permis souvent aux Gallois de se replacer sur la largeur, de se replacer correctement en défense. Quand une balle met 10, 15 secondes à sortir, en face ils ont eu le temps de se replacer depuis 10 secondes. Voilà, il faut que ça sorte en 5, 4, 5 secondes aujourd'hui. Et ça mettait beaucoup trop de temps à sortir. Là également, c'est dû aux Gallois qui sont assez forts dans ces zones de ruck. Du côté du Pays de Galles, parce que j'ai aimé, c'est le pragmatisme. Hein. On prend des points quand on a des ouvertures. Ils ne sont pas entrés souvent dans les 22 mètres écossais, que ce soit durant tout le match, hein, même en première mi-temps. Mais derrière, ils prennent des points. Ils prennent des points, soit essai, soit transformation, pragmatisme. Ils marquent 18 points. Enfin, voilà, quoi. Comme face à l'Italie, hein, où en première mi-temps, on se souvient, les Italiens qui avaient fait une bonne première mi-temps face au Pays de Galles, où ils avaient pris 12 points sans marquer d'essai, mais ils prenaient des points, donc ça leur suffisait pour être en tête à la mi-temps. Et ben là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'ils ont pris des points. Et ce qui fait l'écart à la mi-temps, hein, l'écart qui est important, vu que les Gallois vont pas vraiment marquer énormément de points en deuxième mi-temps. Mais le pragmatisme, ça leur permet de gagner des grandes rencontres et des rencontres importantes comme face à l'Angleterre. La défense également, parce qu'en deuxième mi-temps, elle a été soumise à rude épreuve. Et souvent, ils ont réussi à s'en sortir. Alors, ils se prennent quand même un essai, mais 20 minutes avant de marquer le premier essai, c'est aussi que défensivement, ça tient pas mal. Face à une équipe d'Écosse où voilà, l'organisation offensive n'est pas excellente, mais quand même, il faut réussir à défendre sans faire énormément de fautes en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ils ont été un peu plus acculés, c'était un peu plus complexe. Et puis leur maîtrise de la première mi-temps, on voit le Pays de Galles qu'on avait déjà vu en deuxième mi-temps face à l'Angleterre, qu'on avait vu également en fin de match face à l'Italie, en deuxième mi-temps face à la France. C'est-à-dire un Pays de Galles qui maîtrise son sujet, une équipe qui sait tout faire au niveau offensif et qui défensivement est assez costaud, puis qui a des joueurs qui ont des physiques assez importants pour la mêlée. Comme Halloween Jones, le capitaine, mais qui sont capables de jouer avec le ballon, d'être des bons joueurs de ballon. Et ça, c'est important dans une équipe d'avoir des grands gabarits qui savent jouer au ballon. C'est ce qui manque en équipe de France cruellement depuis quelques temps. Ce que j'ai moins aimé du côté du Pays de Galles, c'est les fautes en deuxième mi-temps. Beaucoup de fautes, on aurait pu s'en passer de quelques-unes. Elles sont aussi dues au fait que le Pays de Galles n'a pas réussi à mettre la main sur le ballon énormément en deuxième mi-temps. Peut-être un relâchement ou des entrées de joueurs qui n'ont pas été forcément sensationnelles du côté du Pays de Galles, alors que l'Écosse a fait des changements très intéressants. Du côté du Pays de Galles, donc voilà, beaucoup trop de fautes. C'est dommage parce qu'ils avaient été très disciplinés face à l'Angleterre. Je crois me souvenir qu'il n'y avait que 3 fautes dans le match, ce qui est vraiment excellent. Et là, ils ont un peu accumulé quoi, en deuxième mi-temps. Je crois qu'à la fin, on finit à un score de 11 ou 12. C'est un peu trop
au niveau international. Il faudra faire donc attention sur le dernier match face à l'Irlande, face à une équipe qui est vraiment bien en place, l'Irlande. Du côté des top joueurs, on passe à l'Écosse et c'est Darcy Graham. C'est pas compliqué, c'est le joueur qu'on a le plus vu pendant 60 minutes. Voilà, un apport offensif énorme. Un joueur très électrique, hein, il est capable de faire des gains, même après plaquage, ce qui est vraiment fort. Il a fait souvent des actions où voilà, il arrivait à se sortir des plaquages, à casser les plaquages également quelques fois, mais vraiment, une fois qu'il est plaqué, il arrive encore à progresser à terre, ce jeune joueur. Donc ça, c'est très intéressant. Beaucoup de bons coups de l'Écosse, beaucoup d'actions offensives de l'Écosse sont parties de lui. Et puis surtout, il marque un essai. Il marque l'essai à la 64e, à la 60e, 58e minute, pardon. Et puis, sans plaquage réalisé par ce joueur, ce qui veut dire également un impact défensif important. Il a même sauvé un moment son équipe en première mi-temps. Donc, un joueur extrêmement important pour l'Écosse sur cette rencontre et que moi je n'avais pas vu hein, sur les autres matchs. Je crois pas qu'il ait joué face à la France, non, ou pas longtemps face à la France. Et il n'avait pas joué face à l'Irlande, ça j'en suis sûr, Darcy Graham. Du côté de l'Écosse, le joueur pour moi qui a fait un mauvais match, c'est Blair Kinghorn, l'arrière. Offensivement peu présent, ça c'est clair et net, hein. C'est son moins bon match hein, offensivement. Les mètres gagnés, qui est quand même une statistique importante, il n'en a eu que 10, il n'a gagné que 10 mètres pendant son match, contre 122 face à l'équipe de France. Elle a remplacé très tôt en première mi-temps, je crois au bout de 30 minutes simplement sur blessure. Mais il coûte quand même un essai, également défensivement, mal placé. Il manquait de vitesse pendant la rencontre, manquait de vivacité sur beaucoup d'actions. Il était souvent à contre-temps, en retard. Et c'est pour ça qu'il a fait un mauvais match. Et il coûte quand même peut-être la victoire à l'Écosse, ou au moins une défaite un peu moins importante. Du côté du Pays de Galles, le joueur qui m'a fait forte impression, c'est Josh Adams. Pour son essai, un magnifique cadrage débordement d'école, c'est quelque chose qu'on ne voit plus hein, dans le rugby moderne, les cadrages débordement. Et pourtant, ça fait des dégâts quand c'est bien réalisé. Ça vous emmène directement à l'essai. Et c'est peut-être là-dessus aussi où le rugby devrait miser depuis quelques temps, hein. Il y a toutes les affaires de commotion cérébrale. Et c'est vrai que le cadrage débordement, c'est quand même le principe même du rugby normalement des années 80-90, c'est-à-dire l'évitement du défenseur plutôt que de rentrer dans le tas dans le défenseur, ce qui provoque après des dégâts physiques qui sont souvent importants. Et puis du côté de Josh Adams, il ne faut pas négliger également son aspect défensif. Il a été décisif une fois en deuxième mi-temps où il a récupéré un ballon dans les 22 gallois. Et puis c'est le joueur qui a gagné le plus de mètres avec les Gallois. C'est le joueur gallois qui a gagné le plus de mètres pendant le match avec 66 mètres. Alors c'est pas exceptionnel, mais sur un match qui était quand même assez fermé pendant un long moment. Même s'il y a eu des essais, il n'y a pas eu forcément de trous défensifs impressionnants. C'est un bon résultat pour lui et c'est un joueur qui est souvent impressionnant. Et puis de l'autre côté, un joueur qui est rarement décevant, lui, George North. Et pourtant, l'autre ailier a été beaucoup moins visible pendant ce match. Il est passé un peu à côté offensivement. On attend en fait plus de lui, hein, beaucoup plus de lui. Alors défensivement, il est quand même présent, mais offensivement, il a fait peu d'actions offensives et puis il a peu fait avancer le ballon avec des percées ou des courses. Hein, je crois, voilà, 15 mètres simplement dans ce match, ce qui est très faible. Hein. C'est bien moins que son résultat face à Angleterre et face à la France. Hein, il avait gagné 45 et 65 mètres respectivement. Donc un match assez moyen de la part de George North, qui est capable de faire beaucoup mieux. Du côté de ce match, la note du match, un 7 sur 10, avec des encouragements. Non, c'est un match intéressant, mais
pas un match exceptionnel de la part des deux équipes. L'Écosse avait produit, je trouve, un meilleur match face à l'Irlande. Le Pays de Galles avait produit un meilleur match face à l'Angleterre. Donc match intéressant, mais pas dingue. Voilà, un bon 7 sur 10, quoi, un bon 14 sur 20 sur cette rencontre. On passe maintenant au deuxième match de cette journée, hein. Il a débuté aux alentours de 18 h du côté de Twickenham. C'était bien entendu Angleterre-Italie. 57-14 pour l'Angleterre. Bah là, on a vu deux mondes hein, d'écart entre l'Italie, une équipe qui se cherche hein, depuis maintenant de nombreuses années, hein, depuis le départ de Jacques Brunel. Une Italie qui n'a toujours pas gagné depuis, je crois maintenant, 21 ou 22 matchs lors du tournoi des Six Nations. Ça commence à faire vraiment beaucoup cette période de disette. Ça doit être l'une des plus longues depuis l'entrée de l'Italie dans ce tournoi des Six Nations. Il n'y a pas photo, il y a vraiment un monde d'écart. Et les Anglais le savaient avant le début du match parce qu'ils ont même failli se faire avoir sur les 15 premières minutes où ils prennent un peu de haut ces Italiens. Ils jouent, ça joue pas à fond quoi. Tu sens qu'ils sont un petit peu comme dans un échauffement et puis ils se font avoir par un essai italien au bout de 12-13 minutes. Ils marquent le premier essai, hein, les Anglais. Puis ils se font avoir par les Italiens oui, vers la 14e minute. Mais à partir de ce moment-là, les Anglais ils resserrent le jeu. Les Italiens vont avoir peu de temps le ballon. Et surtout quand ils vont avoir le ballon, quelquefois ils vont mal l'utiliser et surtout le redonner trop rapidement aux Anglais qui auront donc des munitions très faciles à utiliser de ce côté-là. L'Italie qui a été dominée dans beaucoup de secteurs du jeu. C'est pas un très bon match de la part de l'Italie, qui avait pourtant fait deux rencontres assez intéressantes face au Pays de Galles et puis face à l'Irlande, où vous avez face au Pays de Galles vraiment bien tenu pendant 50 minutes. Face à l'Irlande en première mi-temps, ça avait pas été mauvais avec un excellent Tebaldi. Mais là, il faut le dire, hein, ils ont eu pourtant quand même le ballon, plus le ballon que l'équipe de France par exemple face à l'Irlande. Mais derrière, ils ont souvent pas su quoi en faire et souvent c'est mal utilisé. Il y a quelques fautes aussi défensivement. C'est pas un bon match hein, de la part des Italiens. Les Anglais, eux, n'ont pas forcé, pas mis en défaut de la part de l'Italie. Les Anglais, on a du mal à savoir quand même parce qu'ils sont capables de faire un très gros match face à la France, de faire un match plutôt moyen face au Pays de Galles, surtout en deuxième mi-temps, et de faire deux excellents matchs face à la France et l'Irlande. Là encore, c'est un match moyen de l'équipe d'Angleterre face à un adversaire qui était très faible ce samedi. Donc difficile de savoir où en est l'Angleterre à 6 mois de la Coupe du Monde, même si je pense qu'ils sont, pour moi, ils sont favoris de la Coupe du Monde. Et puis les Italiens, il y a toujours des choses qui montrent qu'ils sont loin du niveau international depuis quelque temps, que on peut remettre en cause leur place au tournoi Destination. Je pense que des équipes comme la Géorgie jouent beaucoup mieux que l'Italie en ce moment et pourraient avoir leur place au tournoi Destination, les Géorgiens. Il y a des fautes impardonnables au niveau international, au niveau défensif. Il y a eu des plaquages ratés qui sont vraiment assez incroyables. Il y a un ballon contré sur un tir en fin de match aussi. À un moment, il faut avoir de la présence un peu plus importante défensivement sur des phases de contre. Puis oui, physiquement, sur ce match-là, allez, ils ont tenu 20 minutes, quoi. Mais vraiment à réussir à avoir de l'intensité. Les Anglais les ont concassés, comme ils nous avaient broyé également à Twickenham, hein. Là, de ce côté-là, c'est assez similaire. Ils n'ont pas tenu longtemps les Italiens, mais ils ont quand même tenté de faire des bonnes actions offensives avec des joueurs qui savent jouer au ballon. Et je trouve que le match de l'Italie face à l'Angleterre était un peu meilleur que le match de la France face à l'Angleterre il y a un peu moins d'un mois. L'action du match s'est laissée à la 46e minute. Ça permet de voir que l'Angleterre a vraiment joué à sa main et n'a pas été mis en défaut par la défense italienne et par même les offensifs italiennes. C'est l'essai de Tuilagi voilà, qui marque à la 46e minute. Ça commence par
Farrell qui va récupérer un ballon, qui fait une petite course, qui donne à l'intérieur à l'ailier d'origine fidjienne Kokana Siga, qui fait une course, qui arrive à échapper à je crois 2 plaquages. Et puis ensuite on se retrouve de nouveau dans une zone de ruck, et là Farrell s'aperçoit que la défense est mal replacée, parce que cette défense italienne elle a du mal dès qu'une équipe joue avec de la vitesse. Et à partir de ce moment-là, Farrell inverse le jeu. Et au bout de 3-4 temps de jeu, 3-4 passes, très rapidement, les Anglais trouvent l'ouverture avec Tuilagi, parce que la défense italienne est très mal repositionnée sur la largeur. Pourquoi? Parce qu'on est à la 46e minute et que les Italiens sont fatigués physiquement, et que c'est une équipe qui est défensivement. Quand l'adversaire arrive à amener de la vitesse, il faut amener de la vitesse face à l'Italie. Parce que quand les attaques sont placées, les Italiens arrivent très bien à défendre, pardon. Mais dès qu'il y a un petit peu de vitesse, un petit peu de folie, un petit peu de French flair, on pourrait dire, du côté des Français, eh bien, ils prennent l'eau, les Italiens, parce qu'ils n'arrivent pas à se replacer rapidement, ils n'arrivent pas à s'organiser rapidement, les Italiens. C'est un de leurs gros soucis ces derniers temps. Les moins du côté de l'Angleterre, eh bien, les occasions manquées, le score aurait pu être encore plus important pour les Anglais, mais qui ont raté 2-3 occasions. C'est dommage, c'est des essais qu'il ne faudra pas rater face à des grosses formations, par exemple à la prochaine Coupe du Monde. Et puis également des fautes de main qui ont des fois empêché ces essais. Trop de fautes de main, c'est dommage, là encore, parce qu'ils ne nous avaient pas habitués à ça, les Anglais. Et puis troisièmement, trop de jeux au pied. Alors c'est bien le jeu au pied, les Anglais savent très bien se servir de cette arme, mais parfois c'est inintéressant. Ils nous ont fait des jeux au pied qui n'apportaient pas grand-chose. Alors le jeu au pied, ça, voilà, ça doit servir à soit faire de la pression sur les attaques adverses pour qu'ils perdent le ballon, et comme ça vous récupérez le ballon dans leur camp, ou qui doit servir à trouver des touches dans des endroits du terrain qui sont mal couverts. Là, parfois, c'était un peu des ballons rendus à leurs adversaires, qui ont eu une possession plutôt supérieure pendant la rencontre aux Anglais. Les éléments que j'ai appréciés du côté des Italiens, eh bien encore une fois les intentions de jeu, c'était déjà mon point fort sur les 2 derniers débriefs. Les intentions de jeu qui sont toujours portées vers l'attaque, même quand ils se prennent 10, 20, 30 points, 40 points, là 50 points, ils essayent toujours d'aller à l'essai, de marquer, de proposer des choses. Ils pourraient bétonner derrière et se prendre moins de points dans la tête, et pourtant ils continuent à chaque fois de proposer du jeu, même si sur ce match-là, c'était, je trouve, moins bien dans ce secteur-là que sur d'autres rencontres, parce qu'il y a des moments où on les a sentis totalement perdus. Et puis, également, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des joueurs de ballon. C'est des joueurs du côté des Italiens, même leurs avants, savent emmener le ballon, faire avancer le ballon grâce à des passes. C'est des très bons passeurs, les Italiens. J'ai trouvé que la charnière Tebaldi-Alan avait plutôt très bien marché également, et bien organisé le jeu italien. Au moins sur les 2 essais, hein, c'est eux qui sont à la baguette à chaque fois. Et puis bon, Parissé, Padovani, c'est des joueurs qui savent manier les ballons. Et pour dire, c'est que malgré le fait qu'ils reculaient souvent lors de leurs offensives, eh ben, ils n'ont jamais perdu de ballon quand ils l'utilisaient à la main, hein. Ils ont souvent fait des jeux au pied qui n'étaient pas encore top, mais les ballons à la main, ils les ont conservés, ils les ont pas perdus, ils n'ont quasiment pas fait de faute de main non plus. Pas d'en avant, vraiment plutôt un bon match dans ce secteur-là. Ce qui n'a pas très bien marché du côté des Italiens, eh bien les plaquages. Alors on reviendra sur le cas de Esposito, hein, qui est souvent fautif. Euh, je pense qu'il y a au moins 3 ou 4 essais anglais qui sont dus à un plaquage, 2 ou 3 plaquages ratés sur la même action.
Forcément, au niveau international, des plaquages ratés, c'est impossible. Vous perdez forcément des points dans ce secteur. Il faut réussir concrètement à conserver votre ballon, à améliorer les plaquages aussi, parce que voilà, les plaquages ont été assez mauvais du côté des Italiens. Ce qui n'est pas bon également du côté des Italiens, ce sont les fautes. C'est aussi dû peut-être au fait qu'ils subissaient énormément dès qu'il y avait une offensive anglaise. Ils se sont mis énormément à la faute. Alors c'est moins que lors des autres rencontres. Hein. Face au Pays de Galles, ils avaient commis plus de fautes, mais ça reste quand même 7 fautes sur un match où les Anglais ont été disciplinés avec simplement 3 fautes. Et puis le schéma de jeu qui reste inchangé du côté des Italiens. Alors ça m'avait pas choqué face au Pays de Galles ou face à l'Irlande, mais là j'ai vraiment eu l'impression que souvent ils allaient de droite à gauche à droite et de droite à gauche. Ce qui fait que les Anglais les attendaient dans ces secteurs-là et que ils ont souvent reculé à l'impact. Souvent ils avaient le ballon, les Italiens, ils ont plus de possession que les Anglais sur le match. Ils ne perdent pas le ballon, c'est-à-dire qu'ils ne font pas d'en avant, ils ne font pas d'erreur de main. Ils ont peu utilisé le jeu au pied aussi, ce qui est plutôt pas mal parce qu'ils ne savent pas très bien s'en servir. Mais alors, ils ont reculé plusieurs fois de 10-15 mètres sur parfois des mauvaises passes, mais surtout à l'impact, tout simplement. Physiquement, ils reculaient. Et aussi parce que leur schéma de jeu, voilà, c'est gauche-droite, gauche-droite. Au bout d'un moment, quand tu as compris qu'ils utilisent peu les avants pour avancer, hein, ils ont peu fait de pick and go, ce qui je pense est une erreur de la part des Italiens, parce qu'ils sont plutôt performants, on les avait vus, hein, face aux Gallois, face aux Irlandais. Ils avaient plutôt été performants dans ce domaine-là. Bah, tu sais où te placer, tu sais qu'il faut plutôt une défense large, monter sur les ailes, et c'est assez facile hein, de les contrer de cette manière. Ce qui a été également mauvais du côté des Italiens, c'est la mêlée. Alors on a refait déjà beaucoup de mêlées. La première ligne italienne a énormément souffert, surtout lors des introductions. 2 mêlées perdues. Et pourtant en face, la mêlée anglaise n'est pas la meilleure au monde, parce que Sinclair par exemple n'a pas fait un très grand match encore, l'un des piliers de cette équipe anglaise. Ça a été vraiment une souffrance la mêlée du côté des Italiens, parce que du côté de la touche, ils s'en sortent, on va dire. Ils arrivent à s'en sortir. Par contre, du côté des mêlées, ça a été vraiment très 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 compliqué, ils se sont mis souvent à la faute. Les top joueurs du côté de l'Angleterre, on commence par les Anglais. Le joueur du match, c'est Manu Tuilagi pour moi. Tuilagi qui a été dévastateur sur beaucoup de ses percées. Il a fait un très gros match. C'est son meilleur match du tournoi parce que je l'avais trouvé moyen sur les autres rencontres. Pas forcément mauvais, mais moyen. Hein. Il faisait ce qu'il savait faire. Là, j'ai trouvé qu'il a été très performant. Il est passeur sur l'essai du bonus. Il marque 2 essais également. Donc là, ça fait, ça fait énormément de points donnés à son équipe l'Angleterre. C'est le deuxième meilleur joueur anglais au niveau des gains avec le ballon, 82 mètres. Il y a juste Kakana Siga, hein, l'ailier fidjien, qui a fait également un très grand match, qui est élu homme du match par les Anglais à la fin de la rencontre. Mais voilà, moi je trouve que Tuilagi était un peu plus constant dans la rencontre. Et puis du côté du joueur qui m'a un peu plus déçu, même si sur cette rencontre c'est compliqué de trouver des déceptions, c'est quand même Elliot Daly. Je trouvais insuffisant en attaque, qui n'a pas forcément apporté énormément de choses à son équipe. Il a fait peu de gains avec le ballon, peu de passes, il a été peu présent offensivement. Et il n'était pas plus présent défensivement. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un peu mon moins. J'aurais pu mettre Sinclair. Hein. Je l'hésitais un moment avec le pilier Sinclair. Mais il a fait quelques percées Sinclair que n'a pas fait Elliot Daly. Donc c'est pour ça que Elliot Daly pour moi a fait un moins bon match. Le meilleur joueur italien de cette rencontre, eh bien pour moi c'est Tommaso Alan. Pour une fois ça fait pas partie de mes moins. Je l'avais mis dans mes moins lors des 2 derniers débriefs. Alors j'ai trouvé déjà qu'il a fait un bon match au niveau des passes. Il a fait un bon travail au niveau de la charnière avec Tebaldi. C'était bien mieux que lors du match précédent. Il le marque le premier essai.
et il marque les 2 transformations qui n'étaient pas des transformations faciles pour Tommaso Allan. Normalement, avant, il en a raté quand même quelques-unes, hein, des transformations de ce type. Surtout depuis le début du tournoi destination, hein, mais même les années précédentes. Hein, c'est pas un problème, le jeu au pied italien, c'est pas un problème qui date de cette année. Hein, c'est un problème qui date d'il y a au moins 4-5 ans. Avant, ils avaient un Argentin, les Italiens, qui étaient bons, mais ils l'ont perdu. Il a pris sa retraite hein, depuis, donc c'est vrai que Tommaso Allan l'a remplacé, mais c'est un peu moins bien. Non, il a fait un bon match. Il apporte quand même les 3 quarts des points de son équipe. À part le deuxième essai, les 2 transformations, le premier essai, c'est lui. Donc c'est plutôt un très bon match de la part de l'Italien. Alors le point noir du côté des Italiens, du côté des joueurs italiens, c'est Esposito. Esposito qui coûte 3 essais à son équipe en première mi-temps. Hein. Il a raté 3 fois le premier plaquage qui derrière emmène l'action très rapidement. On sait que face aux Anglais, il ne faut pas rater les plaquages parce qu'ils ont des attaquants très performants. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Et puis, il était à la rue. Il était à la rue. Et à ce niveau-là, au niveau international, on ne peut pas faire autant d'erreurs véritablement au niveau des plaquages. Il y a vraiment trop d'insuffisance dans son jeu défensif. Et je pense que ça va lui coûter sa place à Esposito, qui en plus offensivement n'a pas non plus fait un très grand match. Il fait une meilleure deuxième mi-temps, hein, Esposito, mais la première mi-temps a été vraiment catastrophique pour le joueur italien. La note du match, 6 sur 10. C'est pas la rencontre de l'année, très clairement. C'est pas la meilleure rencontre de ce tournoi à destination. Les Anglais ont joué à leurs mains pendant une grande partie de la rencontre sans être menacés par les Italiens. Les Italiens, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais face à l'Angleterre, ça a été moins bon que face à l'Irlande et face au Pays de Galles. Je pense que c'est leur moins bon match du tournoi pour le moment. Voilà, 6 sur 10, c'était pas dingue comme match, malgré un score de 57 à 14. Le troisième match de cette 4e journée du tournoi Destination, eh bien, c'était au tour de la France d'aller en Irlande du côté de l'Aviva Stadium. Et l'Irlande s'est imposée très largement 26 à 14. Comment dire? Comment parler de ce match? C'est un peu compliqué. Voilà, on a connu Twickenham il y a 3 semaines maintenant. Twickenham, très mauvais match, victoire écrasante de l'Angleterre, 44-8. Ensuite, on a eu un petit vent de fraîcheur avec le match face à l'Écosse. Et bien là, ce match-là, ça nous rappelle qu'on n'est pas capable de battre des grosses nations. On est la 3e division, je disais, je pense, au niveau international. La 3e division, ça veut dire que je nous place bien entendu derrière l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Irlande, Nouvelle-Zélande, Australie. Mais je nous place également derrière des équipes comme l'Écosse que nous avons battue, parce que je trouvais que l'Écosse était bien faible, l'Écosse que nous avons battue. Derrière l'Argentine, derrière des nations comme la Géorgie, comme les Fidji, comme le Japon, qui nous ont battus, comme l'Afrique du Sud, que je mets un peu en dessous de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Et on est derrière ces équipes-là, on est dans un 3e échelon avec l'Italie, avec les Tonga, les Samoa, des équipes qui aujourd'hui vont se battre pour prendre la 3e place, parce que je pense que la qualification pour les quarts de finale va être vraiment très très compliquée pour la prochaine Coupe du Monde. Alors ce match, c'est quoi? C'est le néant pendant 75 minutes. C'est-à-dire que j'ai rarement vu une équipe se faire autant dominer pendant 75 minutes. Il n'y a rien du côté de l'équipe de France. C'est dur à expliquer, mais on n'a pas le ballon. Donc c'est dur de parler de ce match parce qu'on a tellement peu le ballon. Il y a quand même une statistique qui est effrayante. Je crois qu'on a même pas 13% de possession de balle, 15% de possession de balle en première mi-temps. On a dû avoir le ballon en tout et pour tout 1 minute à 1 minute 30, grand maximum. Je dis bien en étant gentil, vraiment le grand maximum. Pourquoi les Irlandais conservent magnifiquement le ballon? Pourquoi? Parce qu'ils sont organisés
et qu'ils pratiquent du bon rugby et qu'ils savent et qu'ils font des choses qu'ils savent faire. Ils ne font pas des fantaisies dans leur match. Ils ont un plan de jeu qui est établi depuis de nombreuses années et qu'ils respectent. Et puis face à eux, bah, une équipe de France qui défensivement n'arrive pas à lutter sur les rucks, n'arrive pas à faire des contre-rucks. C'est terrible à dire, mais aujourd'hui dans le rugby, il faut être capable de faire ça et on n'est pas capable de le faire. Et puis une équipe de France qui n'est pas capable aussi de conserver le ballon plus de 10 secondes d'affilée sans qu'il y ait une erreur à un moment. C'est quand même incroyable, c'est que la seule action du match qui dure plus de 10 secondes, c'est quand Dupont se fait reprendre le ballon par les Irlandais. Il se fait reprendre le ballon, pourquoi? Parce que il ne sait pas à qui la donner la balle, il ne sait pas à qui donner le ballon. Il n'y a pas de plan de jeu dans cette équipe de France. Il n'y a pas d'organisation, on l'avait dit face à l'Angleterre, mais on l'a revu là. Il n'y a pas de plan de jeu, le schéma de jeu, on ne le connaît toujours pas. Et ça, on l'avait encore vu en Écosse, hein, que c'était complètement brouillon, les attaques de l'équipe de France. Les 5 dernières minutes, les Irlandais, ils décrochent un peu physiquement, et peut-être parce que mentalement aussi, ils voient que le score est quand même incroyable, 26-0. Mais bon, voilà, c'est un match vraiment qui fera encore plus mal que le match à Twickenham, parce qu'on a encore moins existé qu'à Twickenham, on a encore moins eu le ballon qu'à Twickenham. L'action du match s'est laissée à la 55e minute des Irlandais, et c'est de Nathan Earls. C'est bah, tout ce que savent faire les Irlandais. Alors, on a une combinaison sur une touche. La touche, c'est leur point fort. Pourquoi? Parce qu'ils ont Best, qui est un excellent talonneur, qui est le capitaine même de l'équipe. Ensuite, donc combinaison, on fait un maul furtif qui enchaîne avec une passe sur Stander, et Stander qui passe à l'intérieur pour Nathan Earls. Et puis c'est là où on voit aussi que la défense française, bah, dès que ça va un peu plus vite que ce qu'elle sait faire habituellement, ce qu'elle pratique, elle est totalement perdue. C'est-à-dire que là, ils marquent l'essai, mais en 10 secondes, ils se sont fait totalement avoir, les Français, sur cette action. Or, on sait que les Irlandais adorent faire des combinaisons, adorent faire des lancements de jeu après les touches assez travaillées, qui mènent souvent en l'essai. Donc, forcément, quand il y a une touche, tu fais encore plus attention que sur une action de jeu traditionnelle. Mais, encore une fois, est-ce qu'on est capable de faire mieux sur ces actions-là? Je ne suis pas sûr. Les top et flop du côté de l'Irlande, bah physiquement, hein, physiquement ils ont quand même, ils nous ont concassé pendant bien 60 minutes, on n'a pas vu le jour. Physiquement, on reculait à l'impact, voilà, ils ont des joueurs qui arrivent à avancer magnifiquement bien. Les combinaisons qui donnent des essais, mais qui ont failli donner un autre essai où il y a un en avant, je crois, qu'il y a un essai annulé avec des courses comme ça sans ballon. Il y a deux joueurs irlandais qui passent voilà, sans ballon, et ce qui permet de trouver des ouvertures dans la défense adverse. Et puis la conquête, qui est toujours un domaine de prédilection. Alors en plus, face à une équipe de France qui n'est pas douée dans ce domaine-là, la touche, ils ont été au-dessus. La mêlée, ils nous ont broyé. Avec Aldeguerri qui est sorti sur carton jaune, tellement il a été broyé par les avants adverses. Non, ça a été un très bon match de ce côté-là. Du côté des moins, du côté de l'Irlande, les pertes de balles, il y a eu un peu de déchets, des en avant, des turnovers. Donc c'est un peu dommage parce que le score aurait pu être bien plus important pour les Irlandais. Et puis la fin de match, les 10 dernières minutes, où il y a une baisse physique. Alors j'ai du mal à l'expliquer. Est-ce que c'est une baisse physique? Est-ce que c'est... Ils s'aperçoivent qu'ils dominent tellement les Français qu'ils se déconcentrent un petit peu et que les Français reviennent dans le match? Ou c'est les Français qui améliorent leur jeu? Alors je pense pas à la dernière option. Mais j'hésite entre les deux premières. Et puis aussi un dernier aspect. Les Irlandais n'ont pas vraiment été très fair-play pendant cette rencontre. C'est-à-dire que, voilà, bon, ils dominent le match, certes. Malgré tout, il y a quelques joueurs irlandais bien manipulateurs dans cette équipe et pas vraiment fair-play. Ça, j'ai trouvé ça dommage. Ils dominent la rencontre. Voilà, bon, ils sont pas obligés de faire ces deux, trois actions, voilà, d'énerver les Français. Ça n'a aucun intérêt d'aller chercher les Français dans ce domaine-là alors qu'ils sont totalement dominés à ce moment-là de la partie. Du côté de la France, alors pour trouver des points forts, c'est un peu compliqué, hein. C'est un peu comme le match de Twickenham. Il a fallu que je cherche un petit peu. Alors, bon, ce qui m'est venu, c'est la défense, parce que on ne se prend au final que 26 points. On est mené 19-0 à la mi-temps, alors que voilà, on n'a pas vu le jour.
Donc c'est quasiment un miracle de se retrouver qu'à 19 points à la mi-temps. Donc ça veut dire qu'on a plutôt bien défendu sur certaines actions, on a gêné les Irlandais. Bon après voilà, hein, est-ce que les Irlandais jouaient à un niveau exceptionnel? On a du mal à savoir avec cette Irlande qui est certes deuxième nation mondiale, qui a fait une énorme saison l'année dernière, mais qui a eu un tournoi qui n'est pas parfait, un tournoi moyen de la part des Irlandais, même s'ils remportent un dernier match le week-end prochain, ça n'a pas été excellent du côté des Irlandais. Sexton n'a pas été parfait, par exemple. Le meneur de jeu, voilà, le joueur de la charnière irlandaise. Ce que j'ai trouvé par contre de mauvais, parce qu'on va passer tout de suite au point négatif, hein, j'en ai pas trouvé d'autres de points positifs, c'est beaucoup de fautes. Ah, les Français ont accumulé les fautes, ce qui a donné le carton jaune à Aldeguerri, mais on a accumulé les fautes aussi parce qu'on n'avait pas la maîtrise du match et qu'on n'avait pas le ballon. Les pertes de balles, on avait peu de ballons et en plus on a réussi à les perdre, ce qui est quand même une sacrée performance de ce côté-là. C'est-à-dire quand tu as aussi peu de ballons, réussir à mal les exploiter, c'est quand même une sacrée performance. Et puis physiquement, ou comme face à l'Angleterre, comme face au Pays de Galles aussi en deuxième mi-temps, on s'est fait concasser. Véritablement, on a été broyé hein, par les Irlandais, que ça soit à la mêlée, mais aussi dans tous les autres facteurs du jeu, on a été explosé par les Irlandais. Les top joueurs du côté de l'Irlande, Conor Murray. Alors j'ai hésité avec Sexton parce que les deux ont fait une bonne rencontre. Ils ont été sortis vers l'heure de jeu, hein, je crois la 57e minute. Bon, c'est pour les préserver pour la dernière rencontre qui sera importante hein, pour les Irlandais. Ils joueront face aux Gallois. Non, il a fait un très bon match, très bonne charnière avec Sexton, beaucoup de passes, beaucoup de très bons lancements de jeu. Voilà, bon, il a été à la baguette de beaucoup d'essais des Irlandais. Il a fait une excellente rencontre. Le joueur qui a fait le moins bon match pour moi, c'est Stockdale, l'ailier. Bah, inexistant, invisible pendant cette rencontre. Et puis, il a gagné peu de ballons, 35 mètres simplement de gain, ce qui est faible pour une rencontre où les Irlandais ont totalement dominé et ont eu beaucoup de secteurs où ils ont avancé. Hein, c'est un score extrêmement faible. Et puis surtout, il a perdu 4 ballons, hein, il a concédé 4 turnovers et il a fait 2 fautes de main. C'est un peu beaucoup pour un ailier quand même au niveau international, donc il n'était pas vraiment dans son assiette, notre ami Stockdale. Du côté de la France, Penaud. En plus, alors c'est compliqué de donner des plus, encore plus compliqué que face à l'équipe que face à l'Angleterre il y a 3 semaines. C'est terrible de dire ça, mais il n'y a vraiment aucun joueur qui a fait un bon match. Penaud, parce qu'il a été un peu au-dessus, il a un peu surnagé avec Bastaro. Mais Penaud, il fait quand même 4 fautes de main. Voilà. Et il a fait des gains marginaux. Hein. Je crois qu'il gagne 13 mètres, 13 ou 14 mètres, ce qui est vraiment marginal comme gain sur une rencontre comme ça. Après, on a eu tellement peu de ballons que de toute façon, tu ne pouvais pas gagner 50 mètres, ou soit il fallait faire une percée incroyable. Et puis, Félix Lambé, qui est normalement un des jeunes cadres maintenant de cette équipe de France, un des nouveaux cadres. Il fait partie un petit peu de ce conseil des sages hein, de l'équipe de France, qui pour moi ne donne pas grand-chose. Je suis un peu perplexe par rapport à ce conseil des sages. Et lui, bah, il a été en grande difficulté offensivement. On l'a peu vu. Et puis, il a surtout peu aidé Dupont et Ntamak. C'est-à-dire que normalement, c'est des joueurs qui doivent être présents dans les rucks. Et il n'était pas présent. Souvent, Dupont s'est retrouvé très seul à devoir jouer des ballons extrêmement compliqués. Donc, j'ai trouvé que Félix Lambé a été vraiment extrêmement mauvais. Du côté de la note du match, 5 sur 10. C'est vraiment pas le match qu'on retiendra de ce tournoi des 6 nations. Pour moi, c'est l'un des plus mauvais matchs. Parce que c'est déséquilibré, parce que les Irlandais n'ont pas fait une rencontre exceptionnelle, ils ont joué vraiment à leur main, ils ont joué à leur rythme comme ils le sentaient, et que les Français ont été au niveau 0 du rugby. Donc pour ça, c'est pour ça que je mets un 5 sur 10. Maintenant on passe à la fin de cette vidéo. Donc déjà on va parler du classement. Après cette 4e journée du tournoi des 6 nations, eh bien le Pays de Galles est devant et la dernière équipe à pouvoir réaliser le Grand Chelem avec 4 victoires
Ils ont 16 points en ce moment, les Gallois. L'Angleterre est un point derrière avec une défaite et 3 victoires avec 15 points. C'est l'équipe en ce moment, l'Angleterre, qui a marqué le plus d'essais. Voilà, alors que le Pays de Galles est la meilleure défense de ce tournoi. Ensuite, on retrouve l'Irlande qui a 14 points avec 3 victoires là également et une défaite lors du match d'ouverture face à l'Angleterre. On rappelle que l'Irlande et le Pays de Galles se rencontreront, mais ça on reviendra tout ça dans quelques instants. L'Écosse est quatrième avec une seule victoire face à l'Italie et 6 points. La France, une seule victoire également face à l'Écosse avec 6 points. Et l'Italie qui n'a toujours pas le moindre point avec la 6e place. Quelles sont encore les dernières possibilités dans ce tournoi destination au niveau du classement? Le Pays de Galles, s'ils remportent leur prochain match, ils réalisent le Grand Chelem, donc avec les 3 points d'extra point. Même s'il n'y a pas le bonus offensif, ils sont assurés de remporter ce tournoi destination. Ensuite, eh bien, ça dépendra du résultat de Irlande-Angleterre, de l'Irlande. Si l'Irlande bat le Pays de Galles, bah forcément c'est l'Irlande qui prendrait des points. Mais si l'Irlande battait le Pays de Galles et que l'Angleterre battait l'Écosse, il faudrait que l'Irlande gagne avec le bonus offensif pour pouvoir contrarier peut-être les Anglais, et surtout que les Anglais n'aient pas le bonus offensif face à l'Écosse. Autant dire que c'est quand même compliqué pour que l'Irlande remporte ce tournoi. Ça devrait certainement jouer entre l'Angleterre et le Pays de Galles. Voilà, sur ce match-là. Et puis l'Écosse-France pour la 4e place, bah, ça se jouera là également dans le dernier match. Donc les matchs de ce samedi 16 mars, tous les matchs auront lieu samedi pour cette dernière journée du tournoi destination. Italie-France, 13h30, du côté du stade olympique de Rome. Et bah moi je vais mettre un gros pari, je pense à une victoire italienne. Pourquoi les Italiens pratiquent un meilleur rugby que les Français et je pense qu'ils sont capables de mettre en difficulté la défense française et de la mettre au supplice. Pays de Galles-Irlande, 15h45, indécis. C'est le match qu'on attend le plus de cette journée destination. Si le Pays de Galles remporte cette rencontre, le tournoi est fini. Ils auront remporté le Grand Chelem. Ça se jouera au Principality Stadium, cette rencontre. Alors je pense que ça va être très serré, c'est indécis. Je parie quand même sur le Pays de Galles. Pourquoi? Parce que les Gallois seront à domicile, tout simplement, et qu'il y a une ferveur dans ce stade qui est bien supérieure au Stade de France par exemple. Et puis dernière rencontre de ce tournoi des 6 Nations 2019, et ça sera l'Angleterre face à l'Écosse à 18h. Alors normalement je mettrais une pièce sur l'Angleterre. Rencontre où l'Angleterre peut, je pense, faire mal aux Écossais. Mais comment seront les Anglais? Si l'Irlande bat le Pays de Galles, ils auront la pression. Parce que ils peuvent remporter ce tournoi 2019. Donc peut-être qu'ils ne joueront pas avec la même... ils auront peut-être la pression du résultat. Donc ils ne joueront pas avec la même envie que d'habitude. Ils auront peut-être beaucoup plus de stress que d'habitude. Si le Pays de Galles bat l'Irlande et remporte le tournoi destination, il n'y a plus rien à gagner, il n'y a plus rien vraiment à jouer pour les Anglais. Finir 2e ou 3e, ça serait quand même une légère déception ce tournoi pour les Anglais et pour Eddie Jones. Donc là encore, l'Écosse peut remporter la rencontre. Donc je pense que l'Angleterre, si elle a décidé de bien jouer, si elle a décidé de gagner, elle remportera ce match. Mais si elle est un peu plus en difficulté, si les conditions sont un peu plus difficiles, si elle a moins envie, les Écossais pourront faire le job et aller chercher un très bon résultat. Et peut-être également la 4e place de ce tournoi des 6 nations, parce que l'Écosse comme la France ne peuvent plus chercher que la 4e place. Ils ne peuvent pas aller rechercher l'Irlande qui a 14 points. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. Alors, pour la dernière journée du tournoi destination, on ne fera pas un résumé des matchs, je pense. On fera un bilan du tournoi destination équipe par équipe. La prochaine vidéo, je pense le prochain débrief, ça sera plus comme ça. Il y a encore un gros programme chargé là dans la semaine avec plein de vidéos. Il y a encore la Moto Grand Prix, la présentation du Grand Prix d'Australie en F1. Paris-Nice, Tirreno, je ne sais pas quand ça sera mis en ligne.
Donc voilà, j'espère que n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Puis nous on se retrouve pour de prochaines aventures. Ciao!